Et nous restons dans l'est de la RDC, qui est le théâtre depuis plus de 20 ans d'une crise sécuritaire entretenue par les groupes armés qui y font régner la terreur. Pour restaurer donc l'ordre dans cette partie du pays, le président Félix Tshisekedi a récemment décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Pourtant, les exactions se poursuivent. La dernière en date a fait 13 morts, tous des civils, et c'était ce mercredi à Beni, dans le Nord Kivu. Alors, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, nous en parlons avec notre invité, l'analyste politique et producteur associé du JT diplomatique, Henri Nzouzi. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le dernier massacre perpétré par les groupes armés à Beni est-il un message, selon vous, adressé aux autorités à quelques jours de la fin programmée de l'état de siège en vigueur? Écoutez, c'est une tradition bien écrite dans le cas des groupes armés qui se sentent menacés dans leur position que de pouvoir mener des attaques dans une sorte de baroud d'honneur. C'est effectivement un message, mais cela n'enlève en rien, bien évidemment, la détermination de l'armée nationale, ainsi que du gouvernement à pouvoir éradiquer la menace. Personne n'avait dit que ce serait facile et on voit très bien l'utilité de cet état de siège pour précisément faire en sorte que ce type d'action soit restreinte ou en tout cas réduite à leur plus simple expression. Il y a encore du travail, mais je peux vous assurer que du côté des forces armées de la RDC, il y a une véritable volonté d'en finir au plus vite. Et c'est aussi le cas de le dire, les tueries de Beni surviennent donc au moment où les armées congolaises et ougandaises ont entrepris des échanges d'informations justement pour mettre fin aux exactions des groupes armés dans l'Est. Alors, vous savez, dans le cadre notamment de la CIRGL, entre autres, mais aussi dans le cadre strictement bilatéral, un constat a été fait, c'est qu'il fallait précisément mutualiser les efforts pour pouvoir contenir justement les assauts de ces groupes. Cela va d'abord de l'échange d'informations, cela a été évoqué bien évidemment, à des opérations conjointes. Ce n'est pas du tout nouveau, puisque déjà en 2009, il y avait des opérations Umoja Wetu et Sokola qui mettaient en présence justement des armées étrangères aux côtés précisément des FARDC pour venir à bout de groupes armés qui se repliaient en territoire congolais après avoir commis des exactions des deux côtés de la frontière. D'accord, M. Nzouzi, dites-nous quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles les autorités congolaises font face pour stopper ces groupes armés qui font régner la terreur depuis plus de 2 décennies. Alors, c'est un travail de longue haleine, bien évidemment. Vous savez qu'il y a eu dans le passé notamment des tentatives de pouvoir, on va dire, démobiliser les groupes armés qui avaient décidé notamment de déposer, je dirais, les armes, puisque il y avait tout un mécanisme qui avait été mis en place pour faire en sorte précisément que il y ait une sorte de réintégration à défaut dans l'armée, mais en tout cas une démobilisation pour permettre à ces soldats-là de pouvoir bénéficier d'une formation et autres. Il y a également le fait que beaucoup de ces groupes armés se sont fragmentés et ont donc pris les initiatives que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire s'attaquer aux populations civiles, ce qui a, je dirais, compliqué singulièrement la tâche de l'armée. Cela étant, la dynamique, pour l'instant, est en train de changer de temps. Il y a eu ce que vous avez évoqué, notamment hier, ces attaques désespérées. Il y a lieu de penser que tout sera mis en œuvre pour qu'il n'en soit plus ainsi dans les prochains jours, même si cet état de siège est censé se terminer dans quelques jours. N'oubliez pas qu'il est bien évidemment renouvelable dès lors que les deux chambres réunies en congrès donneront leur feu vert. Et quelles sont à ce jour les principales forces en présence sur le terrain? Alors, sur le territoire, en tout cas la province de l'Ituri et du Nord Kivu, vous avez un certain nombre de groupes armés en fait qui agissent régulièrement d'une province à l'autre. Globalement, ce que l'on peut dire à ce stade-ci, c'est que traditionnellement, dans la province de l'Ituri, vous avez bien évidemment les ADF qui en fait sont un peu parlé actifs sur le sol congolais depuis 1995, qui se présente en fait dans sa forme actuelle depuis 2007 après sa dissolution de la fameuse Armée nationale de libération de l'Ouganda.
À côté de ça, vous avez la Nduma, la Defense of Congo, qui, elle, en fait, a des objectifs assez nébuleux et vous avez la nébuleuse Mai Mai qui reste toujours active, avec des croyances un peu fétichistes et qui pense pouvoir vaincre les forces loyalistes. Et puis vous avez les APLC qui, de l'avis de beaucoup de chercheurs, donc cette alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, est un groupe Mai-Mai beaucoup plus structuré qui sévit essentiellement dans la localité de Walikale. Enfin, vous avez des milices hutus congolaises et Nyatura. Bref, des groupes qui se défont, qui agissent un peu n'importe où et qui, lorsqu'ils se sentent menacés, bien évidemment, tentent de se replier dans d'autres zones pour, évidemment, créer davantage d'insécurité. On le sait également, le président Tshisekedi vient de procéder à de nouvelles nominations pour remplacer les dirigeants civils dans plusieurs villes, dont justement Béni. Et on imagine donc que la levée de l'état de siège, ce n'est pas pour maintenant. Non, personne n'a dit que ce serait simple. On va vraisemblablement s'acheminer vers une extension de cet état de siège, ce qui serait plus une nécessité. Vous savez, il ne suffit pas de ratisser, de sécuriser, il faut consolider, parce que derrière tout ça, il y a des objectifs très précis. Il y a aussi, malheureusement, le drame de Goma avec l'éruption du Nyiragongo qui, vraisemblablement, nécessitera un redéploiement des troupes parce qu'il faut aussi venir en aide aux populations sinistrées. Merci Henri Nzonzi d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique et aussi producteur associé du JT diplomatique.